Donc oui, alors je commence par vous présenter donc, cette formation. Alors, d'abord, je suis Sébastien Neuville, donc le directeur du parcours secteur financier du Master Droit des Affaires. Et donc, c'est une formation qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, enfin même pas mal de temps, qui s'est développée, s'est adaptée en fait un peu au fur et à mesure à toutes les évolutions. Donc, il y a eu, c'est vrai, pendant une période, c'était plutôt tourné banque-assurance. Maintenant, il y a toujours de l'assurance, mais on est plutôt vraiment sur banque, finance, assurance. C'est pour ça que le nom, c'est secteur financier. Et c'est une formation qui essaye de s'orienter dans beaucoup de domaines. Alors, j'ai essayé de retracer un peu, enfin, notamment quand on voit les débouchés, enfin, on en reparlera après. Il y a beaucoup en cabinet d'avocats, financement structuré, asset management, private equity, corporate finance, M&A, donc fusion-acquisition. Bien sûr, le secteur de l'assurance, de la réassurance aussi, et puis la question de la compliance avec des anciens qui sont répartis un peu partout, bien sûr, surtout en France et beaucoup en région parisienne, mais aussi à l'extérieur. Et je passerai la parole tout à l'heure à deux anciens, l'un qui est au Luxembourg et l'autre qui est à Londres à l'heure actuelle. Et donc, ce master fait l'objet de classements depuis aussi quelques années. Récemment, il a été classé de nouveau par Challenge avec 5 étoiles, ce qui est bien, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis aussi par Aide Universal, ça fait des années en fait qu'il y a déjà ce classement qui existe. Et c'est donc une reconnaissance, on peut dire, pour cette formation que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à diriger depuis de nombreuses années. Et surtout, je vois qu'il se développe beaucoup. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir cette ambiance qu'il y a parmi les étudiants et parmi les anciens entre eux et avec les étudiants actuels, notamment pour proposer des offres de stage, pour proposer des formations, etc. Et donc, c'est quelque chose qui, pour cela, est très profitable. Alors, il y a beaucoup de professionnels qui s'intéressent à ce master. Je pense que c'est un avantage indéniable, et notamment aussi pour proposer des formations, un peu comme les anciens. Il y a des formations, effectivement, qui ont lieu avec 2 semaines à Paris, et donc des formations avec l'autorité des marchés financiers, avec ESMA, European Securities Market Authority, qui a son siège à Paris, avec des sociétés cotées, des banques, notamment BNP Paribas, des cabinets d'avocats, des grosses structures généralement, des associations professionnelles comme associations qui dépendent de la Fédération bancaire française. Et puis le parrain du master est le cabinet Herbert Smith Freehills, donc cabinet anglo-saxon qui est installé à Paris. Alors je ne vais pas m'étendre davantage sur cette formation. Vous pouvez regarder de toute façon sur les réseaux sociaux, enfin, et sur les sites internet pour voir quels sont les différents cours qui sont donnés. Et je vais tout de suite passer la parole donc aux anciens et aux étudiants actuels, aussi bien en M2 qu'en M1, pour qu'ils répondent à vos questions. Et donc, je vais commencer d'abord par Nicolas Serrano, qui est donc le plus ancien des anciens ici présents et qui est avocat désormais au Luxembourg. Et donc, Nicolas, vous avez la parole. Bonjour, donc je suis Nicolas Serrano. Je suis avocat au barreau de New York, de Paris, mais aussi du Luxembourg. J'ai été diplômé du master en 2015, donc ça remonte à quelques années maintenant. Pour reprendre mon parcours, à l'issue du master, j'ai travaillé pendant 3 ans chez BNP Paribas, que ce soit dans un premier temps à Paris et ensuite à Londres. J'ai ensuite fait une année d'études supplémentaires aux États-Unis pour faire un LLM, et je suis revenu en Europe et j'ai mon point de chute depuis 2019 et le Luxembourg, où je travaille au sein d'un cabinet d'avocats. Le master, quand j'ai préparé mes notes afin de me rappeler finalement qu'est-ce que je pourrais avoir d'intéressant à dire, je trouve que l'un des points importants, c'est d'abord une très belle carte de visite. C'est une carte de visite qui m'a ouvert les portes du marché du travail. Par exemple, je me rappelle encore quand je cherchais un stage dans le cadre du master sur la dernière partie de l'année, alors que je cherchais un stage, j'ai eu l'opportunité d'avoir directement un CDD et d'être pris chez BNP Paribas. Donc ça, c'était quand même un point important. Et même dans les différentes candidatures que j'ai pu faire, je vois que les employeurs qui ont eu des gens de notre master ont toujours été, j'ai l'impression, contents. Et donc, du coup, ils sont contents de notre cursus. Et c'est un point important.
L'autre point que j'ai trouvé intéressant aussi, c'était le réseau alumni qui est très développé, mais je pense que mes camarades qui interviendront après moi reprendront ce point-là. En tout cas, dans chacune de mes étapes professionnelles, j'ai toujours eu l'opportunité de contacter des anciens du master. Et ces anciens du master, ils ont toujours pris le temps de me répondre. Et d'ailleurs, actuellement, dans le cabinet d'avocats à Luxembourg où je travaille, on est 3 anciens du master et régulièrement, nous avons des étudiants qui sont étudiants du master secteur financier qui viennent en stage ou des alumni qui, au vu de leur parcours, viennent aussi travailler, enfin nous rejoindre dans le cabinet ou dans d'autres cabinets de la place. Euh, et moi-même, aujourd'hui, je prends toujours le temps de répondre aux étudiants du master qui me contactent pour avoir des conseils. J'étais très content de les recevoir lorsque j'étais étudiant et que je prospectais sur le marché du travail. Et du coup, je prends toujours le temps de répondre aux étudiants qui nous contactent, qui me contactent en particulier. Euh, Aujourd'hui, la place luxembourgeoise est une place qui est très dynamique, qui recrute beaucoup dans le juridique. Les cabinets sont en constante expansion. Moi, par exemple, le cabinet dans lequel je travaille, depuis que je suis arrivé, il loue des nouveaux bureaux, des nouveaux espaces de travail tous les ans. Il ne cesse de s'agrandir. Et donc, voilà. Je pense que j'ai fait un tour assez complet. Le Luxembourg, en termes de spécialité, vous le verrez après, c'est une place financière qui est très développée sur les fonds d'investissement, mais pas que. Par exemple, ce n'est pas ma spécialité. Moi, je travaille plutôt dans le bancaire et financier, qui est l'un des axes que développe le master en termes d'enseignement. Et Merci. Oui, c'est bon. pardon. Non, c'est bon pour moi, j'ai fini. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que le Luxembourg, c'est surtout fonds d'investissement, bien sûr, et donc c'est développé aussi par le master et beaucoup plus que même il y a quelques années. Enfin, et donc parce que le master, comme je disais, essaie de s'adapter toujours en fait aux évolutions. Alors, je vais passer maintenant la parole à Maxime Roumaniac, donc, qui lui est à Londres et à Londres à l'heure actuelle pour parler aussi de sa situation. Bonjour à tous, merci pour l'invitation, monsieur le professeur. Donc, Maxime Roumaniac, je suis diplômé du master en 2018 et je travaille à Londres en tant que compliance officer actuellement depuis 4 ans dans une boîte de trading algorithmique. Donc, j'ai diplômé en 2018. J'ai eu la chance d'obtenir un CDI dès la sortie du master, 2 jours après les partiels, pour être plus précis, ce qui est une chance incroyable. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an dans une fintech spécialisée dans les paiements. Et ça fait 3 ans que je travaille à Jane Street, qui est une entreprise de trading algorithmique, notamment, et fournit des liquidités sur la place boursière anglaise. Pour paraphraser Nicolas, une des forces de ce master, entre autres, c'est le réseau des étudiants. Parce que je pense que si je suis à Londres aujourd'hui, c'est en partie grâce à un ancien du master. Probablement Monsieur Neville, vous en rappelez, Alex Banquieri, il me semble, qui était une année avant moi et qui travaillait à Londres pendant mon année de master, à qui j'ai pu demander d'innombrables conseils pour préparer mes CV et mes éventuels entretiens en Angleterre. Je crois qu'il ne travaille plus aujourd'hui, mais il m'a fourni d'excellents conseils. Donc, pour reprendre aussi ce que disait Nicolas, le master bénéficie d'une très très belle image, même à l'étranger, où un master 2 peut paraître un peu obscur pour les Anglais, mais bénéficie d'une excellente réputation lorsque vous arrivez à des entretiens et vous présentez votre CV, vous dites ce que vous avez étudié pendant le master. Vous pouvez toucher à tout, asset management, vous avez une connaissance des produits financiers très intéressante, vous rencontrez des professionnels et vous avez un bagage solide pour entrer dans la vie professionnelle. Donc ça, c'est une force du master, outre toutes les autres sur les matières enseignées, évidemment. Et pour parler de Londres, je ne sais pas si certains d'entre vous envisagent éventuellement de tenter une expérience à Londres. Malgré le Brexit et ce qu'on peut entendre, la place reste tout à fait ouverte et on recrute énormément dans le milieu juridique et notamment en compliance. Et je ne dis pas ça parce que nous sommes français, mais le profil français est extrêmement apprécié. La formation juridique française est extrêmement appréciée à l'étranger. Donc, n'hésitez pas. Je reste ouvert à toutes les questions si vous en avez pour les questions d'immigration qui restent tout à fait simples, même aujourd'hui. Et l'Angleterre recrute, notamment en compliance et en juridique. Donc, surtout, n'hésitez pas, ne vous laissez pas effrayer par le Brexit, parce qu'il y a d'excellentes opportunités à l'étranger également. Donc, oui, voilà, je pense que... Merci beaucoup, Maxime, pour cette présentation. Alors,
j'ai réfléchi à deux anciens, donc pour avoir des profils un peu justement un peu internationaux, donc Luxembourg, Londres. Il y a d'autres anciens qui sont aux États-Unis, qui sont dans d'autres pays, en Asie, etc. Bon, et puis d'autres qui sont bien sûr en France aussi, évidemment. Alors, je vais passer tout de suite la parole maintenant à Martin Tinelli, qui est le président, lui, de l'Association des étudiants du Master secteur financier, qui est étudiant en Master 2. Allez-y. Bonjour à tous. Alors, juste pour me présenter avant, moi, j'ai fait ma licence à la faculté de Tours et puis j'ai fait un échange Erasmus aux Pays-Bas avant d'intégrer le master. Et là, j'effectuerai mon stage de fin d'études chez Hogan Lovells en émission obligataire à partir de juillet à Paris. Alors, moi, je vais vous faire quelques mots sur le déroulé du Master 2. Déjà, il faut savoir qu'on a cours de septembre à mars, ce qui permet d'enchaîner directement les stages après. Dans l'ensemble, on n'a pas forcément des cours comme on peut avoir l'habitude d'en avoir en licence ou en Master 1. En fait, c'est surtout des séminaires et beaucoup d'interventions de professionnels. Ilana pourra vous en parler tout à l'heure. Et notamment, on a deux semaines de formation à Paris qui sont préparées par le professeur Neuville. Bon, alors cette année, la première semaine de formation n'a pas pu avoir lieu, mais on a quand même eu une intervention de la Française des Jeux sur son introduction en bourse. Mais on aura aussi une deuxième semaine de formation en mars, notamment avec l'intervention de CMS Francis Lefebvre, BNP Paribas et puis l'ESMA et l'AMF. Dans l'ensemble, c'est un master où on a beaucoup d'autonomie, mais en contrepartie, on a beaucoup de travail personnel. D'une part, parce que on fait beaucoup de travaux de groupe et de présentations qui prennent beaucoup de temps, ce qui peut changer aussi des années précédentes où on fait plutôt du travail individuel. Et puis d'autre part, puisque à la fin de l'année, on est évalué par un grand oral qui couvre en fait l'ensemble des matières qu'on aura vues au cours de l'année. Et puis cette autonomie, elle nous permet de faire vivre le master à travers son association. Notamment cette année, nous avons pu organiser une conférence sur les crypto-monnaies en novembre. Et puis, on a pu organiser des événements un peu plus festifs, comme un week-end d'intégration, et puis des soirées étudiantes, ce qui permet en fait d'avoir vraiment une cohésion et une bonne ambiance dans le master, ce qui nous paraît assez important. Louis et François pourront vous en parler, et puis Inès et Mathilde aussi. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Ilana Soulas et Mathilde Gaudin qui vont vous parler en fait des deux atouts principaux du master, à savoir le partenariat avec la Toulouse School of Economics et puis, bien sûr, on en a déjà parlé, le réseau des anciens. Oui, bonjour. Alors moi, c'est Ilana Soulas. J'ai effectué ma licence de droit à Toulouse et je vais réaliser mon stage chez Mazars à Paris en conformité bancaire. Donc moi, je voulais effectivement donc, vous parler des matières qu'on va avoir en M2. Donc, je vais plutôt vous parler du M2 pour les matières. Donc, je pense que ce qui représente un atout assez important de ce master, c'est qu'on va retrouver des matières de droit qu'on a pu voir précédemment, telles que le droit des obligations, le droit des sociétés. On va avoir du droit bancaire, qu'on va également voir en M1. Mais ce qui est assez intéressant et la valeur ajoutée, je pense, à ce diplôme, c'est qu'on n'a pas que des matières de droit. On va retrouver des matières assez transversales et notamment donc, grâce au partenariat avec la Toulouse School of Economics qui bénéficie également d'une superbe réputation, on va avoir des matières telles que des cours d'économie, des cours de comptabilité, de mathématiques financières, mais on va également avoir par exemple un cours de diplomatie financière qui est dispensé en anglais, ce qui est assez important pour notre domaine, je pense, la maîtrise de l'anglais. Donc voilà, je pense que c'est un master qui permet d'avoir cette double vision donc de droit que l'on va retrouver en Master 1 et en Master 2, mais également des matières qui vont un petit peu nous ouvrir à d'autres sujets qui peuvent paraître obscurs pour certains, mais on sort du Master 2 en maîtrisant toutes ces matières. Donc voilà, je vais laisser maintenant parler Mathilde qui va nous expliquer en quoi le réseau d'anciens est également un atout propre à ce master, je pense. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Bonjour, moi je m'appelle Mathilde Gaudin et du coup j'ai fait ma licence de droit à Toulouse et je vais faire mon stage de fin de M2 en M&A à Paris chez Vivien et Associés. Alors du coup, comme vous avez pu le voir avec les anciens, donc le réseau il est vraiment très important dans notre master.
comme on pourrait le comparer à un réseau d'écoles de commerce, comme on le sait. Normalement, en master, c'est moins répandu. Et dans notre master, c'est vraiment un point fort parce que notamment, on a un groupe LinkedIn avec des offres des anciens. On sait qu'on peut beaucoup compter sur Monsieur Neuville qui n'hésitera pas à nous aider si on a des problèmes dans la recherche de nos stages. Et ce qui est vraiment un atout parce que ça peut nous effrayer de trouver un stage de M2. Mais au-delà du simple fait de trouver un stage, on a vraiment des très bons stages. La plupart vont faire des stages dans des gros cabinets d'avocats, donc notamment les plus gros du Légal 500, qui est vraiment un classement très important en droit des affaires. On va avoir aussi certains dans des structures plus petites ou encore dans des cabinets de conseil. Donc cette année notamment, on va avoir des élèves, une dizaine d'élèves qui va partir au Luxembourg dans des gros cabinets comme Linklaters, Elvinger, Allen & Overy, DLA Paper. Mais aussi, on va en avoir qui vont partir à Paris, dans des gros cabinets aussi, donc en M&A, mais aussi en finance. On va avoir aussi dans des banques, donc comme le Crédit Agricole en conformité, Deutsche PNP en conseil patrimonial ou encore à la Société Générale. Donc vraiment, l'atout de ce master, ça va être vraiment ce réseau qui va être aussi bien à Paris, mais aussi à l'étranger, comme ils ont pu le dire. Et donc, du coup, voilà, il faut vraiment ne pas avoir peur de rêver à un bon stage dans des gros cabinets, dans des grosses structures, parce que grâce à ce master, vous pouvez vous le permettre, avec aussi des salaires à la clé qui sont assez intéressants et qui aussi découlent de la qualité d'enseignement que vous pouvez avoir dans le master. Du coup, maintenant, je vais laisser les Master 1 vous parler plutôt des cours que vous aurez en Master 1. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Donc moi, je suis Louis Gabel, je suis en M1 comme Mathilde vous l'a dit, et j'ai pu faire une licence juridique aussi de droit à Toulouse et faire plusieurs stages dans des structures locales. Moi, je pense vraiment ce qui est important et l'aspect fondamental du M1, comme l'avait déjà un peu dit Ilana, c'est l'aspect, on reste vraiment sur des matières plurielles et sur quelque chose d'assez classique. C'est-à-dire ce que vous avez fait en licence, ce fonctionnement CM, travaux dirigés, qui ne va pas être le même en M2. En M1, on va le retrouver et on va retrouver beaucoup de cours qui sont très différents. Alors évidemment, des cours qui sont en lien avec le master, droit des assurances, droit bancaire, droit financier, mais aussi des cours que vous avez déjà fait, droit des sûretés, droit des obligations, du droit civil. Vous allez avoir vraiment quelque chose que vous connaissez déjà. Et ça permet de déjà savoir dans quelle voie vous allez vous orienter, sur quelle matière vous avez le plus d'affinité et quels sont les cours que vous préférez et qui peuvent vous mener à tel ou tel stage, tel ou tel milieu, une fois en M2. Et je pense vraiment que le M1 est assez élitiste. On a vraiment une grande ambition dans l'esprit de promotion, puisque par exemple, on a plus de la moitié de la promotion de M1 qui va essayer de faire le CRFPA et qui va tenter le concours à l'entrée de l'école des avocats. Et je pense que vraiment le M1 s'y prête, que ce soit par l'approche des matières, par la pluralité que ça offre, et aussi par l'organisation des cours, l'enseignement qui est disposé. Ça se prête à ça, à ce genre de parcours, et je pense que c'est l'aspect fondamental du M1. Donc je vais laisser maintenant la parole à Inès qui va vous présenter l'aspect divers des membres du master. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Inès Axas, j'ai fait ma licence de droit à Reims. Et donc, j'ai intégré le Master 1 droit des affaires secteur financier cette année. Je voudrais vous parler de la sélection, parce que je pense que ça vous intéresse aussi. On est tous passés par là, notamment à L3, maintenant qu'il y a la sélection en M1. Donc, je voudrais vous rassurer, si vous n'êtes pas de Toulouse, moi, je viens de Reims, Martin vient de Tours. On a vraiment des étudiants qui viennent de Aix-Marseille, de Clermont, de Paris, de Lyon. Tout le monde vient d'à peu près partout en France, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Je peux vous conseiller de candidater si vous avez vraiment un dossier complet et qui soit quand même de bon niveau. Donc, vraiment, si vous n'avez pas eu de mention, je pense que ça risque d'être compliqué. Mais donc, parce que c'est quand même une formation sélective. Pour ce qui est de la pluralité des élèves, on vient de licence de droit, mais aussi de double licence, que ce soit économique et droit licence ou aussi de TSE, donc to School of Economics. On vient vraiment de différents horizons. Je pense que ça renforce aussi l'esprit de cette ambiance de promotion qu'on a eu, en fait, qu'on a eu la chance d'avoir dès notre arrivée à Toulouse pour moi. Bonjour à tous, je suis François Legrand, donc je suis le vice-président de l'association du Master.
Donc, moi, je viens d'un double diplôme franco-anglais, celui du T1 avec l'Université de Londres. Et donc, moi, ce que je peux conseiller, c'est que ce master-là a un vrai esprit de cohésion entre les M1 et les M2. On a une vraie intégration, notamment d'abord par le système de parrainage. Donc, chaque M1 a un parrain ou une marraine qui est en M2. Et puis après, nous avons aussi un week-end d'intégration en septembre, juste entre nous dans le master. Donc, ça, c'est super pour renforcer la cohésion. Et aussi, on a aussi fait un week-end de ski avec la promo. Et donc, et pareil pour l'association, le vice-président et un M1. Comme ça, du coup, on intègre un M1 dans l'association qui prendra ensuite le relais en M2. Du coup, on est toujours très ensemble et voilà, comme a dit Inès, la moitié vient hors de Toulouse, mais ça n'a pas posé de particulier de problème. Tout le monde s'est très bien intégré. Il y a une très bonne ambiance et c'est ça qui fait une des forces de ce master-là. Merci, je pense qu'on a fait le tour un peu de toutes les interventions des uns et des autres. Enfin, c'était pour avoir un panel assez large. Alors, je vais revenir sur deux choses peut-être avant de laisser les questions, parce que c'est le but aussi. Sur la question sélection, c'est vrai, bon, ça a été dit, je me permets de le redire. C'est un master qui est tout de même assez demandé. Alors, il y a des masters qui sont très, très demandés, par exemple, droit pénal. Bon, mais parce que ça paraît un peu logique éventuellement d'aller… C'est très demandé, et en même temps, j'aurais tendance à déconseiller à certains de se présenter. Ce n'est pas la peine qu'il y ait de gâcher une possibilité. C'est vrai que les étudiants qui ont été retenus pour cette formation ont tous des mentions. Donc, ce n'est pas presque tous, c'est tous des mentions. Donc, ça, il faut le savoir. Les profils que j'apprécie particulièrement, c'est ceux qui viennent notamment du Collège supérieur de droit, des doubles licences. Alors, on a droit anglais, droit économie, évidemment, spécialement à Toulouse. Il y a éventuellement d'autres doubles licences qui peuvent exister, ou du droit simplement. Il y a cette année un étudiant qui est en M1 qui était à la fois en licence à Assas et à l'ESSEC, donc à côté, en école de commerce. Donc, si vous voulez, pour vous montrer un peu ce qui est attendu un peu des étudiants. Alors, il est possible d'intégrer directement le M1. Il est possible aussi, il y a quelques places pour des étudiants qui veulent entrer aussi directement en M2. Donc ça, il faut le savoir, c'est possible éventuellement pour quelqu'un qui a déjà fait un M1 ailleurs ou peut-être même un M2 d'intégrer le M2 directement. Alors, je pense qu'avec cela, on a dit pratiquement l'intégralité. Donc, l'objectif maintenant, c'est de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à en poser. Alors, si vous, parce que comme ce Zoom est enregistré, donc si vous regardez simplement l'enregistrement et que vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, vous pouvez me contacter moi-même. J'ai mon mail qui est disponible partout, vous pouvez le trouver. Vous pouvez contacter l'association des étudiants, vous pouvez contacter les intervenants les uns après les autres. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas, on est vraiment là pour cela. Enfin, je pense que vous avez compris qu'il y a un esprit d'équipe, on peut dire, entre les anciens, les actuels étudiants, la direction du master. Donc, on est prêt à répondre à vos questions, n'ayez pas d'inquiétude. Alors, donc, ceux qui êtes ici présents, vous pouvez poser des questions si vous en avez. Bonjour, oui, moi j'ai une question, s'il vous plaît. C'était par rapport en fait à une mobilité en Master 1. Est-ce que pour vous c'est rédhibitoire de demander une mobilité d'un an au Québec notamment, ou est-ce que vous préférez qu'on parte simplement qu'un seul master sur une année enfin, voilà. Un seul semestre, vous voulez dire? Oui, un seul semestre, pardon. Écoutez, alors, je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient. Il y a une étudiante cette année qui était en M1 et qui, en fait, était en mobilité. Donc, vous voyez, je savais qu'elle allait partir et il n'y a pas de problème. Après, ce qu'il faut, c'est vrai, c'est récupérer quand même un certain nombre de cours parce que les cours ne sont pas les mêmes lorsque vous êtes à l'étranger. Oui, d'accord. Mais pour ma part, il n'y a pas d'inconvénient. D'accord. Non. Bah, vous comprenez que j'apprécie beaucoup cette ouverture justement vers d'autres destinations. Donc, ça me paraît très bien. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais juste demander quelle valeur accordez-vous
aux stages et notamment les stages à l'étranger pour le dossier, pour la sélection? Alors, donc, si vous avez réalisé des stages, oui, ça me paraît important. C'est-à-dire, de toute façon, je regarde toujours l'ensemble du dossier. C'est-à-dire, c'est vrai que je dis, bon, il faut avoir des mentions, c'est sûr, mais après, je regarde aussi l'ensemble du dossier. Ça me paraît très important qu'il y ait des stages qui aient été réalisés. Parfois, ça peut être difficile pour certains étudiants de faire des stages tout de même, parce qu'ils doivent travailler. Puis en plus, bon, je sais très concrètement que compte tenu de l'épisode de Covid qu'on a traversé, eh bien, ça a été difficile d'obtenir un certain nombre de stages. Donc ça, si vous voulez, j'en tiens compte, il n'y a pas d'inconvénient. J'aime bien les dossiers, enfin, ce n'est pas que j'aime bien, disons, je trouve intéressant les dossiers qui présentent une ouverture sur l'extérieur, qui ne sont pas focalisés simplement sur les études de droit. J'aime bien regarder toujours en fait ce qu'il y a à la fin des CV, par exemple. Qu'est-ce que l'étudiant ou l'étudiante fait en dehors du droit? Enfin, la vie, heureusement, ne se réduit pas au droit. Donc, c'est bien d'avoir des centres d'intérêt. Je vous le dis, si vous voulez faire des CV, je pense que c'est bien de le mentionner. Ok, parfait. Merci beaucoup. Voilà. Moi, j'avais peut-être aussi un autre conseil pour les candidatures. Je vous conseille de mettre le master secteur financier en premier vœu à Toulouse, si vous le voulez, parce que ça montrera que vous êtes motivé à rejoindre celui-ci, et parce que c'est quand même quelque chose qui est demandé, donc il y aura beaucoup d'étudiants qui le mettront en premier vœu. Donc, si vous le voulez vraiment, je pense que c'est bien de le mettre en premier. Ok, merci. Bonjour, moi j'ai juste une question par rapport aux lettres de motivation. Si vous êtes, si vous préférez une page par exemple ou 2 pages, je sais qu'on nous a déjà dit, dans d'autres masters, il y a des préférences. Oui, si vous voulez, la lettre de motivation, c'est très important. Ce que je demande, c'est que, bon, je pense qu'une page, ça suffit. Une page, hein, pas une feuille, une page. Donc, ça suffit largement. Ce n'est pas la peine de la faire manuscrite, parce que de toute façon, vous faites un dossier qui est un dossier en ligne. Ce qui est important, c'est que la lettre soit très orientée sur le master. Donc, pas une lettre qui reprend, qui serait un peu la même que pour tous les masters. Donc, et qui ne soit pas non plus une reprise des lettres de motivation qu'on trouve déjà en ligne. Donc, c'est très difficile ce que je vous dis, parce qu'évidemment, le problème, c'est qu'il faut trouver un peu quelque chose de… Il faut que vous arriviez à dire, je le dis un peu pour tout le monde, qu'est-ce que… finalement, c'est qui je suis, ce qu'est ce master. Donc, il faut bien tomber, évidemment. Il ne faut pas dire ce master, c'est se tromper. Ça m'arrive de voir des lettres de motivation qui ne sont pas adressées à moi. Enfin, ça, je le dis entre parenthèses. Donc, ça, ce n'est pas rédhibitoire. Mais disons, je me dis, bon, ce n'est pas très glorieux de la part du candidat. Bon. Et puis, ce qu'il faut, c'est dire pourquoi est-ce que ça va, finalement, ça devrait coller entre moi et vous. Parce que vous avez un projet professionnel. Parce que vous êtes très intéressé par tel ou tel domaine en particulier. Et puis dans ce cas-là, vous pouvez dire, mais alors, je suis intéressé par exemple par des questions en matière bancaire et financière, mais pourquoi Toulouse et non pas un master de Paris 2? Vous voyez, c'est-à-dire il faut essayer d'expliquer pourquoi vous voulez faire ce master-là en particulier. Alors, je sais c'est difficile parce que vous avez beaucoup de candidatures à faire. Enfin, cela dit, vous pouvez demander aux étudiants qui sont en M2 à l'heure actuelle et qui ont fait des candidatures pour des stages. Je ne sais pas combien ils ont pu faire de candidatures, mais ils ont dû en faire beaucoup. Alors, certains, peut-être pas, parce qu'ils ont été pris directement. Mais disons que c'est un travail qui est important aussi. Alors, ce n'est pas non plus la lettre de motivation, si vous voulez, ce n'est pas rédhibitoire. Ce que je demande aussi, c'est évidemment qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, de français, etc. Vous pouvez l'écrire en anglais si vous voulez, enfin, ce n'est peut-être pas la peine non plus. Ou alors, il faut que ce soit un bon anglais. Bien, donc, si vous voulez, il n'y a pas de règle particulière. Enfin, il faut on sente qu'il y a une motivation. Et que ce n'est pas une motivation générale, c'est une motivation vraiment in concreto, comme disent les juristes, pour ce master spécifique. D'accord, ok. Merci beaucoup. Et j'aurais juste une autre question. Est-ce que la régulation, c'est une des débouchés possibles du master Oui. ou pas du tout? Okay. Bien sûr, il y a
il y a des stages spécialement à l'autorité des marchés financiers. Et puis, il y a plusieurs anciens qui travaillent à l'autorité des marchés financiers. Oui, tout à fait. D'accord, merci beaucoup. Mais ça peut être aussi la CPR, ça peut être ESMA s'ils se mettent à recruter davantage. Donc, ESMA, c'est l'autorité de régulation européenne. Ça peut être à la Banque de France, ça peut être à la CPR. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Et si je peux me permettre, au sein des cabinets d'avocats, ces profils sont aussi recherchés. Au sein de notre cabinet Ellinger Ostpreußen à Luxembourg, on a des équipes qui sont spécialisées en régulation. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? N'hésitez pas, profitez-en. Oui, moi j'ai une autre question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Est-ce que vous vous intéressez aux lettres de recommandation à l'issue d'un stage, à l'issue de l'université? Alors, peut-être si c'est une… Oui, enfin, je regarde effectivement, oui, mais je pense que ce n'est pas la peine de mettre une lettre de recommandation, par exemple, d'un chargé de travaux dirigés. Bon, c'est peut-être si vous avez fait un stage et que le maître de stage a été très convaincu par votre profil, si vous pouvez avoir une lettre de recommandation, c'est bien. Il y a quelques années, je disais, vous pouvez mettre, mettons, 2 lettres de recommandation. C'est peut-être moins utile en réalité, parce que je sais comment ça fonctionne, les lettres de recommandation, en fait. Je suis amené à en faire, moi aussi. Donc, je sais que c'est… Bon, parfois, on les fait, et puis c'est souvent le candidat lui-même qui les écrit, en réalité. Et puis, c'est signé ensuite. Donc, ce n'est pas indispensable. Mais si vous pouvez en mettre… Mais pareil, si ce sont des lettres de recommandation qui sont assez personnelles, oui. Mais si c'est une lettre de recommandation qui est du copier-coller pour tous les masters de toute la planète, ce n'est peut-être pas la peine. Ok, merci beaucoup. J'aurais une autre question. Est-ce qu'il y a un entretien après la candidature et la sélection? Non, non, mais c'est possible parfois qu'il y ait des entretiens Zoom. Parce que si, par exemple, j'ai besoin d'une précision supplémentaire. D'accord. Okay. Mais normalement, non. Mais c'est vrai que ça dépend des situations, en fait. Par exemple, pour des gens qui veulent rentrer en Master 2 directement, souvent, oui, il y a un entretien. Mais si vous voulez, c'est un entretien qui est assez informel, c'est-à-dire, j'ai déjà rencontré notamment une personne qui devrait rentrer en Master 2. Et donc, je l'ai déjà rencontré par Zoom, mais ça s'est fait naturellement. Si vous voulez, c'est un entretien parce qu'il avait des questions. Bon, et puis, je voulais voir un peu. Donc, oui, c'est pas non plus les entretiens où je vais passer tout le monde les uns après les autres ou un comité de sélection qui va se réunir pour écouter tout le monde. En tout cas, je ne peux pas faire déplacer des étudiants parce que les étudiants ne sont pas uniquement de Toulouse. Donc, je pense que de toute façon, s'il y a des entretiens, c'est des entretiens par Zoom. Et ce n'est pas automatique. Et il y a beaucoup d'étudiants, enfin, je pourrais faire le détail ici, mais je pense que beaucoup d'étudiants ont intégré le master sans avoir un seul entretien. Voilà. Bon, il y a quelques-uns, peut-être, ça a pu arriver, mais enfin, ça ne change rien, si vous voulez. C'est juste parce qu'il y avait éventuellement une demande de précision supplémentaire. Ça peut être un échange de mail si je me rends compte que dans le dossier, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Bon, mais ce n'est pas automatique et ça ne change rien. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Si ce n'est pas une question pour moi, vous pouvez poser des questions aux étudiants directement. Qu'est-ce que vous avez fait pour le week-end d'intégration, par exemple? Je précise, hein, je suis toujours impressionné, d'année en année. Je pense que c'était pareil à l'époque de Nicolas et Maxime. Hein, il y a une très bonne ambiance, je trouve, dans ce master. C'est peut-être ce qui fait un peu la force aussi de cette formation, c'est l'ambiance. Si vous voulez, je pense que c'est une ambiance, bon, les étudiants savent que c'est une bonne formation,
mais ce n'est pas non plus l'ambiance, les rois du pétrole, on va tous les écraser. Non, pas du tout. C'est-à-dire que, et j'aimerais pas en fait ça. Donc c'est plutôt une ambiance qui est assez décontractée et je trouve ça plutôt sympathique, même très sympathique. Enfin, j'ai toujours plaisir à rencontrer les étudiants, ça c'est évident. Si je peux préciser quelque chose à ce niveau-là, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se disent c'est une formation élitiste, donc il y aura beaucoup de compétition dans le master. Pas du tout. On voit par rapport à d'autres masters justement que nous, on a beaucoup d'entraide dans le master, notamment on a des groupes Facebook. Les M2 n'hésitent pas à aider les M1 pour les partiels, s'il y a des cours ou voilà. Entre M1 ou entre M2, on s'aide aussi beaucoup. Donc il n'y a vraiment pas du tout de compétition, ce qui pourrait aussi vous faire peur parfois ou faire peur à certains élèves parce que c'est pas du tout agréable de travailler dans un esprit de compétition tout le temps, à savoir qui est le meilleur ou pas. Nous, c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment énormément d'entraide. Et puis aussi, ce qui fait ça, c'est qu'il y a beaucoup de parité dans le master. Par rapport à d'autres masters, on est autant de filles que de garçons à peu près. En tout cas, nous, en M2, on est 15 filles, 15 garçons. Ce qui fait qu'il n'y a pas du tout les chamailleries entre filles qu'il pourrait y avoir, par exemple, dans d'autres masters. Il y a vraiment un très bon équilibre qui se passe entre tout le monde. Tout le monde a à peu près le même niveau. Donc, en fait, voilà, c'est plutôt de l'entraide et des conseils entre tout le monde que de la compétition. Voilà. Donc, vraiment, c'est un avantage. Et puis, du fait d'être sélectionné des gens en M1, on sait qu'on va rester ensemble pendant 2 ans. Donc, on a tout intérêt à ce que ça se passe bien. Et donc, ça se passe toujours très bien. En tout cas, nous, M1, M2, malgré le fait que le M1 soit à distance avec le Covid, tout s'est très bien passé. On s'est tous très bien entendus. Et vraiment, on a une super ambiance. C'est ce qui a fait aussi qu'on a organisé un week-end d'intégration pour les M1 quand ils sont arrivés. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous poser des questions sur ça aussi, parce que vraiment, il ne faut pas avoir peur. Dans notre master, il n'y a pas de compétition. Pour rebondir là-dessus, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent à côté du master et du coup, ça fait qu'ils sont obligés de louper des cours de temps en temps. Et justement, nous, on fait en sorte que tout le monde puisse avoir accès aux cours écrits après le cours magistral. Après avoir loupé cette séance, notamment, on a mis en place des drives, etc., avec des cours qu'on tient à jour, etc., pour faire en sorte que chacun y ait accès en permanence. Et puis surtout, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous contacter personnellement. Et puis, si vous vous demandez aussi qu'est-ce que c'est que les domaines de la banque et de la finance, on a fait aussi pas mal de contenu sur Instagram et sur LinkedIn qui peut qui peut vous donner une idée à peu près de ce que vous allez étudier en M1, M2, parce que c'est vrai qu'en L3, on n'a pas encore touché à ces matières-là. Alors, en L3, parce que s'il y a des étudiants qui sont en L3 à l'heure actuelle, en fait, il y a quand même le droit des sociétés qui joue un rôle assez important, qui est un peu une ouverture, ce que ça va être après. Parce que c'est vrai qu'on s'interroge sur toutes les questions qui sont liées au financement, en fait. Bon, de manière assez large. Je voudrais préciser une chose supplémentaire. C'est souvent, on me pose la question, finalement, entre ce master-là et puis d'autres masters en droit des affaires, peut-être type de JCE, enfin, que j'apprécie beaucoup, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence? C'est vrai que c'est un peu spécialement à Toulouse, on est souvent, enfin les étudiants, je vois, sont souvent en train de se poser la question, qu'est-ce que je fais, enfin, les bons étudiants, qu'est-ce que je fais entre ces deux masters? Il faut se poser la question, l'avantage du DJCE, c'est que ça reste assez généraliste, mais ça veut dire aussi que vous faites du droit social, par exemple, en M1, en M2. Vous faites beaucoup plus de fiscalité, par exemple, qu'en master secteur financier. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez apprécier, mais en même temps, vous voulez peut-être vous orienter simplement vers un domaine en particulier. Le domaine, justement, bancaire, financier, société aussi, hein, parce que c'est très ouvert aussi sur société. Et ensuite, il faut, je pense, aussi regarder quels sont les débouchés. Donc, les débouchés, lorsqu'on intègre le master secteur financier, en fait, même si la formation a lieu à Toulouse, les débouchés sont rarement à Toulouse. Ça, je pense que vous l'avez compris. Donc, on n'est pas là pour former des professionnels qui vont être dans les PME, ETI de la région toulousaine ou les cabinets d'avocats de la région toulousaine, mais plutôt, c'est vrai, pour les grosses structures, CAC 40, gros cabinets d'avocats, français ou anglo-saxons à Paris, au Luxembourg, et puis avec une dimension internationale aussi, puisqu'on évoquait Londres tout à l'heure, mais d'autres pays aussi. Je ne sais pas si c'est une question qui se posait éventuellement, mais je sais que beaucoup d'étudiants se posent en réalité cette question, même s'ils n'osent pas le demander. Monsieur ?
Oui. Est-ce que, en lien avec justement ce que vous étiez en train de dire, enfin, le niveau d'anglais sera pris en compte dans l'étude du dossier, la sélection en entrée en Master 1? C'est bien d'avoir un certificat, oui, mais enfin, c'est pas indispensable, mais c'est bien de le mentionner si vous avez quelque chose, oui. Si vous avez une note déjà en anglais, oui. Un conseil, juste pour ceux Oui. qui candidatent par rapport à l'anglais, commencez à le bosser dès maintenant, surtout l'anglais juridique, parce qu'on a été énormément en M2 à avoir des entretiens en anglais pour les stages qu'on voulait faire, même à Paris. Enfin, moi, je sais que mon entretien était intégralement en anglais pour aller en M&A à Paris, et ceux qui étaient au Luxembourg, encore plus. Donc, c'est un point qu'on ne travaille peut-être pas assez à la fac, l'anglais, même si nous, en M2, on avait de l'anglais financier et des présentations à faire toutes les semaines en anglais. Donc, si vous avez quelques lacunes en anglais ou pas un niveau suffisant, n'hésitez pas à le travailler dès maintenant, parce que ça pourrait être préjudiciable pour vous, alors que c'est dommage, alors qu'on peut avoir des stages super avec un super salaire aussi à l'étranger grâce au master, d'être pénalisé par l'anglais. Donc, vraiment, c'est un conseil pour vous. N'hésitez pas à le bosser dès maintenant, surtout des termes d'anglais financier, parce que ça pourra vraiment vous aider, notamment pour les stages. D'accord, merci. Je vais revenir sur le choix du master et son impact que ça peut avoir sur le marché du travail. Lorsque j'ai été recruté du coup à Paris chez BNP Paribas, comme c'était en droit bancaire et financier, au niveau de mon entretien, lorsqu'ils vous ont voulu parler salaire, ils m'ont explicitement admis qu'ils avaient des grilles. En fait, les grosses entreprises, elles ont des grilles. Et du coup, autant elles ne faisaient pas spécialement de différence entre, en tout cas dans mon cas, entre si on venait d'une université ou d'une autre. Par contre, ils faisaient une différence en fonction des masters. Par exemple, s'ils recrutent en bancaire et financier, si le candidat a fait un master qui est spécialisé en droit bancaire, financier et assurance, il sera dans mon cas, sur la plus haute échelle de rémunération de leur grille. Si la personne, elle était, par exemple, en droit des affaires plus classique, c'était une échelle en dessous. S'il était dans un domaine qui était encore plus éloigné de la spécialité qu'il recherchait, c'était encore une grille en dessous. Donc, je pense que c'est un choix aussi que vous devez bien mûrir en fonction de ce que vous souhaitez, vers où vous voulez vous diriger, vers quel marché du travail vous voulez vous diriger. Parce que quand je repense à tous les gens qui étaient au sein de mon master, ils ont tous rapidement intégré le marché du travail. Ce qui était peut-être moins le cas sur des gens qui ont fait d'autres choix de master. Après, j'ajoute une chose, c'est le master est aussi ouvert éventuellement vers la recherche, donc il y a la possibilité de réaliser un mémoire et éventuellement de poursuivre en thèse aussi. Donc, ça fait partie des possibilités. Donc, c'est vrai, il y a des masters qui sont spécialisés pour la recherche. Je pense que c'est intéressant d'avoir en fait une vision à la fois pratique et pour essayer de développer un peu la recherche aussi. Il y a des domaines qui sont intéressants, et spécialement en matière financière à l'heure actuelle. C'est tellement foisonnant, on peut dire, qu'il est toujours utile qu'il y ait des réflexions sur le sujet. Et il est possible d'ailleurs de réaliser un stage et de faire un mémoire en parallèle aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, on avait prévu jusqu'à 16 heures, donc on a encore le temps. Peut-être une petite précision supplémentaire pour rebondir sur ce qui a été dit sur la valeur ajoutée du master secteur financier par rapport au DJCE. J'ai évidemment pas fait des JCE, mais je connais des gens qui l'ont fait, et je trouve que le secteur FI, nous avons abordé des thèmes dont je me suis servi encore jusqu'à il y a très peu de temps. J'ai encore en mémoire une intervention du professeur Gaulier, je ne sais pas s'il l'a fait encore. Et on avait parlé du pricing des obligations en fonction de la variation des taux d'intérêt. C'est des choses que j'utilise par exemple encore aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée où on a une approche professionnelle du monde juridique un peu moins théorique peut-être que certains masters. Et je trouve que ça nous avait ouvert l'esprit et beaucoup aidé même dans la recherche des stages, et même encore aujourd'hui, 4 ans plus tard. J'avais encore cette intervention en tête où je me rappelle plus du prénom du professeur qui travaillait à Euronext à l'époque sur Alain Martel. Alain Martel, voilà. Oui, continue à intervenir encore. Sur l'introduction en bourse des sociétés Euronext, sont un aspect ultra pratique et qu'on est à même de rencontrer tous les jours, ou votre intervention sur MIFID, etc. Ça vous donne les clés pour de bons entretiens et de bonnes connaissances juridiques ensuite pour attaquer la vie professionnelle. Donc, ce serait pour moi une des valeurs clés qui pourrait le différencier du DJCE.
Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on ne va pas s'étendre davantage. Vous êtes sûr? Est-ce que parmi les anciens ou actuels étudiants, il y a des choses à ajouter? Des choses que l'on n'aurait pas dites? Il me semble qu'on a… Alors, il y a une question en bas, pardon. Alors, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir une double licence? Non, pas du tout, non. Non, ce n'est pas obligatoire d'avoir une double licence. Il y a des étudiants qui ont un parcours juridique classique. Enfin, je n'ai pas les statistiques, si vous voulez. Enfin, je ne sais pas si vous, là, parmi les étudiants actuels, vous avez un peu… Vous savez, mais je pense que peut-être la moitié… Enfin, on est plutôt sur des moitié-moitié. Il y a moitié garçon, moitié fille, vous avez dit. Il y a moitié toulousain, moitié non-toulousain, peut-être, à la louche. Je ne sais pas. Peut-être un peu plus de non-toulousain, en réalité, je ne sais pas. Et puis, peut-être moitié double licence, moitié droit classique, je ne sais pas. Ça me semble à peu près comme ça. Et il me semble que c'était déjà le cas à mon époque, en 2015. Alors peut-être moins axé sur la double licence, mais en tout cas… Il y avait peut-être moins de double licence, en fait, à l'époque. Mais en tout cas, il y avait toujours cette répartition entre ceux qui étaient locaux toulousains et ceux qui venaient de l'extérieur. Et à l'époque, en tout cas, je ne sais pas si ça s'est popularisé dans les autres masters de l'Université de Toulouse, mais en tout cas, j'ai souvenir qu'à l'époque, c'était l'un des rares masters de Toulouse qui proposait cette diversité. Peut-être. Ce que je peux juste ajouter, c'est si certains prévoient de préparer le CRFPA, donc vous pouvez le faire en M1 comme l'ont dit les garçons, mais sinon en M2, comme l'a dit Martin, l'avantage c'est qu'on a beaucoup d'autonomie, certes beaucoup de travail personnel, mais les cours, on est quand même assez libre, et donc si vous voulez préparer le CRFPA et que vous dites qu'en M1 vous n'aurez pas le temps, même si beaucoup le préparent en M1 et c'est bien parce que c'est à peu près le même programme par exemple pour le droit des affaires. Par exemple, moi je suis en M2 et je passerai le CRFPA en septembre 2022, là à la fin de mon Master 2. Et l'avantage du Master 2, c'est que vu qu'on a beaucoup d'autonomie, on peut organiser notre temps avec les révisions du CRFPA et la préparation du Master. Et c'est vraiment un avantage énorme, et notamment par exemple pour mon stage de fin d'études, normalement c'est 6 mois, moi j'ai le droit à faire que 3 mois justement pour avoir ma prépa estivale pour faire le CRFPA. Alors après, il faut aussi trouver un stage qui est d'accord pour vous laisser que 3 mois, parce que c'est aussi ça l'enjeu. Mais voilà, il faut aussi vous dire que le master peut tout à fait s'allier avec une préparation au CRFPA, et c'est même un atout, je pense, après d'avoir le CRFPA, parce que à la fois avoir un master comme ça et le CRFPA, voilà, c'est vraiment un atout majeur pour le monde du travail. Donc vraiment, n'hésitez pas si c'est une crainte pour vous. La somme de travail, c'est tout à fait possible en M1 et d'autant plus en M2. De vous organiser pour le préparer. Et pour rebondir sur ça, vous avez aussi la possibilité de vous diriger vers le barreau luxembourgeois. À l'issue de votre master, à l'issue du master, il y a souvent des étudiants du coup qui viennent faire des stages chez nous, chez Elvinger, ou dans d'autres cabinets de la place, dont les profils plaisent, qui sont ensuite gardés par le cabinet, qui continuent à faire une collaboration et qui vont passer le barreau au Luxembourg, qui est différent du barreau français, mais pas si éloigné que ça. Et à la différence de l'école d'avocats en France, l'école d'avocats en France qui est divisée en plusieurs segmentations. On va y avoir 6 mois de cours, 6 mois de stage et 6 mois de stage qui s'appelle PPI, donc en entreprise ou ailleurs. Au Luxembourg, le format est différent. C'est généralement 2 ans de stage où en fait, vous allez déjà exercer en tant qu'avocat dans un cabinet, où vous allez déjà progresser dans votre matière, dans vos équipes et augmenter votre connaissance sur le sujet. Donc, je vous invite à aussi considérer le champ des possibles et donc la possibilité luxembourgeoise. Ça peut être une option intéressante et c'est aussi un barreau qui est quand même assez accessible, notamment pour des gens qui parlent français, étant donné que l'examen est en français. Et juste aussi pour ajouter à ce que j'ai dit, pour le barreau, il y en a beaucoup qui vont se dire non, on ne va pas venir à Toulouse parce qu'on va devoir s'inscrire à l'IEJ de Toulouse et donc passer le barreau de Toulouse. Pas du tout. Moi, je passe le barreau de Paris. Je suis inscrite à l'IEJ de Panthéon-Sorbonne. Donc, c'est tout à fait possible dans la continuité du master, exercer sur Paris après, puisque le master nous ouvre les portes de Paris malgré le fait qu'on soit un master toulousain. Donc, moi, je vais passer le barreau de Paris avec la volonté de continuer en M&A à Paris, toujours pareil. Donc, voilà, il ne faut vraiment pas se fermer les portes parce que le master ouvre toutes les portes et toutes les possibilités sont ouvertes. Donc, si vous êtes brillant et que vous avez un peu d'ambition dans la finance, le secteur financier est parfait pour vous, d'autant plus si vous voulez passer le CRFPA.
Pour revenir sur ce qu'a dit Mathilde sur le CRPA, nous, du master, on est quelques-uns inscrits à Toulouse, mais en soi, ce n'est pas une finalité pour finir à Toulouse. Parce que déjà, quand on prie un exercice à Paris, on change de barreau, et même pour l'école, des fois, on peut demander à être transféré dans une autre école une fois qu'on a eu le CRPA. Donc, s'inscrire à Toulouse ne veut pas dire que vous allez rester à Toulouse. Loin de là, nous, on s'est inscrit à Toulouse parce que c'était plus proche, mais on va tous bouger certainement et forcément tous rester à Toulouse. Voilà. Mais c'est une bonne chose de prendre le CRPA en M1, parce que vu qu'on a déjà été sélectionné, on n'a pas cette pression-là que vous avez en L3 pour la sélection. Et donc, et puis vu qu'on a 3 tentatives au CRPA, autant en profiter et puis on s'entraide entre nous, tout ça. Donc, je vous conseille vivement, si vous rentrez dans le master, de pourquoi pas le présenter en M1. Alors, j'ajoute une chose sur la question des stages, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure. Je pense qu'il y a davantage d'offres de stages que d'étudiants. Donc, ça permet d'avoir quand même beaucoup de grand foisonnement. Et les entreprises s'adressent à moi, me demandent directement des stagiaires, donc que je retransmets ensuite aux étudiants. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de compétition finalement entre les étudiants. C'est que bon, il y a beaucoup d'offres de stages dans différentes structures qui sont généralement des structures assez intéressantes. Bien, bah écoutez, alors, merci pour votre patience. Merci aux intervenants. Un samedi après-midi ensoleillé qui ont donc accepté d'intervenir. Enfin, je ne sais pas si c'est ensoleillé à Londres ou au Luxembourg. Oui, aussi, donc très bien. Et donc, merci à tout le monde. Et donc, cette vidéo restera disponible sur Internet. Bon après-midi. Au revoir.